Dans la nuit du 21 août 1831, un homme prénommé Nat gravit les marches d'une maison où dormaient ceux qui prétendaient le posséder. Ce qui allait suivre deviendrait le soulèvement d'esclaves le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis, une rébellion si sanglante que l'Amérique tenterait pendant des décennies d'en effacer le souvenir. 55 personnes blanches perdirent la vie en 48 heures. Mais ce qui effraya vraiment le Sud esclavagiste, ce fut la découverte que cet homme savait lire, prêchait l'Évangile et croyait fermement avoir entendu la voix de Dieu lui ordonner d'agir. Son nom était Nat Turner. Et voici l'histoire vraie que l'Amérique a tenté d'effacer. Avant de continuer, si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à cette chaîne et commentez ci-dessous de quelle ville vous nous écoutez. Maintenant, retournons dans le comté de Southampton, en Virginie, à une époque où le silence était la seule arme des opprimés et où un homme décida de le briser. Le comté de Southampton, situé dans le sud-est de la Virginie, était au début du XIXe siècle une région agricole où les plantations s'étendaient à perte de vue. Les champs de coton et de tabac ondulaient sous le soleil brûlant, cultivés par des mains noires enchaînées au système le plus brutal que l'humanité ait jamais conçu. En 1800, au moment où Nat vint au monde sur la propriété de Benjamin Turner, la population noire du comté dépassait déjà celle des Blancs. Une réalité démographique qui hantait constamment l'esprit des propriétaires terriens. Car ils le savaient bien, ces hommes qui s'enrichissaient sur le dos d'autrui. Le nombre était du côté des esclaves. Seule la terreur maintenait l'ordre. Southampton n'était pas une région d'immenses domaines comme ceux de la Basse-Louisiane ou de la Caroline du Sud. C'était plutôt une terre de fermiers moyens, de petits propriétaires qui possédaient entre 5 et 20 personnes, parfois moins. Mais cette relative modestie n'adoucissait en rien la brutalité du système. Au contraire, dans ces exploitations plus modestes, maîtres et esclaves vivaient souvent à proximité immédiate les uns des autres, ce qui créait une intimité particulièrement perverse. Les propriétaires connaissaient leurs esclaves par leur nom, assistaient à leur naissance, les vendaient parfois comme on se débarrasse d'un vieux meuble. Cette proximité rendait la déshumanisation d'autant plus insupportable. Les routes poussiéreuses du comté reliaient entre elles des fermes isolées, des églises baptistes blanches où l'on prêchait la soumission comme vertu chrétienne, et quelques commerces regroupés autour de Jérusalem, le chef-lieu, un nom ironique pour une ville bâtie sur l'esclavage. Jérusalem, aujourd'hui rebaptisé Courtland, était alors un bourg modeste où se réglaient les affaires juridiques et commerciales. C'était là que se tenaient les ventes aux enchères d'êtres humains, là que les actes de propriété étaient enregistrés, là que l'État de Virginie affirmait son autorité sur un territoire constamment sous tension. Car si les Blancs du Sud aimaient à se raconter que leurs esclaves étaient contents de leur sort, dociles et reconnaissants, la vérité était tout autre. La peur régnait des deux côtés de cette ligne de couleur. Les propriétaires redoutaient constamment la révolte. Ils se souvenaient de Gabriel Prosser en 1800 qui avait failli soulever Richmond. Ils se souvenaient de Denmark Vesey en Caroline du Sud en 1822. Et surtout, ils se souvenaient de Haïti, cette île des Caraïbes, où les esclaves avaient massacré leurs maîtres et fondé la première république noire, libre du monde, en 1804. Ces événements hantaient les nuits des planteurs virginiens. Mais dans ce paysage de répression et de peur mutuelle, une chose était certaine. Ceux qui naissaient esclaves demeuraient esclaves jusqu'à la mort ou jusqu'à ce qu'un propriétaire décide, par caprice ou intérêt financier, de leur accorder la liberté. Les familles étaient déchirées sans préavis. Les enfants étaient arrachés à leur mère pour être vendus dans le sud profond. Les corps étaient marqués au fer, fouettés, mutilés pour l'exemple. Et personne, absolument personne parmi les autorités blanches ne trouvait à y redire. C'était la loi, c'était l'ordre établi, c'était l'Amérique du début du XIXe siècle. Nat naquit le 2 octobre 1800 dans ces circonstances, fils d'une femme prénommée Nancy dont on ne sait presque rien,
si ce n'est qu'elle avait été arrachée à l'Afrique dans sa jeunesse et qu'elle transmit à son fils une haine viscérale de l'esclavage. On ne connaît pas le nom de son père. Certains documents suggèrent qu'il s'enfuit alors que Nat n'était encore qu'un enfant, disparaissant dans les forêts denses qui entouraient Southampton, préférant risquer la mort plutôt que de vivre enchaîné. Cette absence marqua profondément le jeune garçon, lui montrant dès son plus jeune âge qu'il existait une alternative au joug, même si elle était désespérée. Dès l'enfance, Nat se distingua par une intelligence exceptionnelle. Les autres esclaves remarquèrent qu'il pouvait décrire avec précision des événements survenus avant sa naissance. Ce don étrange, cette capacité à connaître le passé sans l'avoir vécu, impressionnait profondément sa communauté. Sa grand-mère, à qui il était particulièrement attaché, l'encourageait dans cette voie, lui répétant qu'il était destiné à accomplir quelque chose de grand. Des marques sur sa tête et sa poitrine, présentes depuis sa naissance, étaient interprétées comme des signes divins. Benjamin Turner, son propriétaire initial, commit une erreur dont il ne mesura jamais les conséquences. Il autorisa Nat à apprendre à lire et à écrire. Peut-être pensait-il qu'un esclave instruit serait plus utile, plus docile même. Peut-être était-ce la vanité d'un homme qui voulait montrer que ses esclaves étaient différents, mieux traités. Quelles que fussent ses raisons, cette décision allait sceller le destin de dizaines de personnes. Nat dévora tous les textes qui lui tombaient sous la main. Mais c'est la Bible qui devint son obsession. Il la lisait avec une ferveur qui inquiétait parfois même les autres esclaves. Il jeûnait fréquemment, priait pendant des heures, s'isolait pour méditer. Les autres enfants ne l'intéressaient pas. Il préférait la solitude, le silence, la communion directe avec ce Dieu dont il découvrait l'histoire dans les Écritures. Et plus il lisait, plus une conviction grandissait en lui. Ce Dieu qui avait libéré les Hébreux de l'esclavage en Égypte, ce Dieu qui avait fendu la mer Rouge pour les sauver, ce Dieu ne pouvait pas approuver l'esclavage des Noirs en Amérique. Cette lecture radicale de la Bible était extraordinairement dangereuse, car les Blancs du Sud utilisaient précisément les mêmes écritures pour justifier l'esclavage. Ils citaient les passages sur l'obéissance des serviteurs envers leurs maîtres. Ils prêchaient que la malédiction de Cham condamnait les Africains à la servitude éternelle. Ils expliquaient que Dieu avait établi un ordre naturel où certains commandaient et d'autres obéissaient. Mais Nat lisait autre chose dans ces pages. Il lisait l'Exode. Il lisait les prophètes qui dénonçaient l'injustice. Il lisait le Christ qui chassait les marchands du temple et proclamait que les derniers seraient les premiers. En 1810, Benjamin Turner mourut. Nat avait alors 10 ans. Il fut légué à Samuel Turner, le frère de son ancien propriétaire. Cette première transition lui apprit ce qu'il était vraiment aux yeux de la loi. Une propriété, un bien mobilier qu'on se transmet comme on hérite d'une table ou d'une charrue. Cette conscience de sa propre condition d'objet, plus encore que la violence physique, forgeait en lui une colère froide. Samuel Turner maintint les mêmes conditions que son frère. Nat continua d'avoir accès aux livres, continua de développer sa foi religieuse. Mais il voyait aussi, chaque jour, la réalité brutale du système. Il voyait les familles séparées. Il voyait les châtiments corporels. Il voyait la façon dont les femmes esclaves étaient violées impunément par les Blancs. Il voyait l'hypocrisie d'une société qui prétendait être chrétienne tout en pratiquant les pires atrocités. Et cette hypocrisie le consumait de l'intérieur. Vers 1820, Nat épousa une femme prénommée Cherry, elle aussi esclave. Leur union n'avait aucune valeur légale. La loi ne reconnaissait pas les mariages entre esclaves. Ces unions pouvaient être brisées à tout moment si un propriétaire décidait de vendre l'un des conjoints. C'était une cruauté supplémentaire de ce système, permettre aux esclaves de construire des liens affectifs, puis les détruire pour le profit. Nat et Cherry eurent des enfants, mais même cela ne leur appartenait pas. Leurs enfants naissaient esclaves, propriété automatique du maître. En 1821, alors qu'il avait 21 ans, Nat commit un acte qui stupéfia tous ceux qui le connaissaient.
Il s'enfuit. Pendant 30 jours, il se cacha dans les bois environnants, survivant comme il le pouvait. C'était un acte de rébellion directe, passible des pires châtiments s'il était capturé. Les patrouilles de blancs armés parcouraient la région avec des chiens, fouillant chaque grange, chaque bosquet. Mais Nat connaissait le terrain. Il savait comment se déplacer sans laisser de traces. Il savait où trouver de l'eau, où dormir sans être découvert. Et puis, au bout d'un mois, il fit quelque chose d'encore plus incompréhensible. Il revint volontairement. Les autres esclaves ne comprenaient pas. Pourquoi revenir alors qu'il avait réussi à s'échapper? Des décennies plus tard, dans ses confessions, Nat expliqua qu'il avait reçu un signe, une vision. Dieu lui avait montré qu'il ne devait pas fuir individuellement, que sa mission était plus grande, que le moment de sa libération viendrait, mais pas encore. Il devait attendre, il devait se préparer. Et surtout, il ne devait pas partir seul. Ce retour volontaire après une évasion réussie marqua un tournant. Les autres esclaves commencèrent à le voir différemment. Cet homme était visiblement habité par quelque chose qui dépassait la simple survie. Il ne cherchait pas seulement sa liberté personnelle. Il attendait un signal divin pour accomplir une mission qu'il était le seul à percevoir. Ils commencèrent à l'appeler le prophète. En 1822, Samuel Turner mourut à son tour. Ses biens furent liquidés pour payer ses dettes. Nat fut vendu à Thomas Moore pour $400. Cherry, sa femme, fut vendue à Giles Reese, un autre planteur du comté. Leurs enfants furent dispersés. En une seule journée, une famille fut détruite. C'était la norme, pas l'exception. Mais pour Nat, cette séparation fut une nouvelle plaie béante. Il vit sa femme emmenée, impuissant, incapable de la protéger, incapable même de lui dire au revoir dignement. C'était le prix de l'esclavage. L'interdiction d'aimer vraiment, car tout amour pouvait être arraché pour quelques dollars. Sous Thomas Moore, puis après sa mort en 1828 chez sa veuve, puis chez John Travis qu'elle épousa ensuite, Nat devint de plus en plus religieux. Il prêchait maintenant ouvertement auprès des autres esclaves. Les autorités blanches le toléraient parce qu'ils pensaient qu'un esclave pieux serait plus docile. Il se trompait gravement. Nat ne prêchait pas la soumission. Il prêchait la justice divine. Il prêchait que Dieu punissait les oppresseurs. Il prêchait que le jour du jugement approchait. En 1825, Nat eut sa première vision majeure. Il était dans les champs lorsque soudain le ciel sembla s'ouvrir devant lui. Il vit des esprits blancs et des esprits noirs engagés dans une bataille sanglante. Il vit le sang couler comme des rivières. Il vit le soleil se voiler, et il entendit une voix, claire et terrible, qui lui disait qu'il avait été choisi pour un grand dessein, que le moment viendrait où les premiers seraient les derniers et les derniers seraient les premiers, que le Christ lui-même portait un joug dont Nat devait comprendre le sens. Cette vision le bouleversa. Il en parla à quelques esclaves de confiance, mais pas à sa famille, car la vision lui avait ordonné de garder le secret jusqu'à ce qu'un nouveau signe lui soit donné. Pendant 3 ans, il attendit. Il continuait de prêcher, mais désormais avec une autorité nouvelle. Les esclaves venaient l'écouter de fermes environnantes. Même quelques blancs pauvres assistaient parfois à ses sermons. Car Nat avait un don. Il parlait avec une conviction qui touchait au plus profond de l'âme. Quand il décrivait la libération des Hébreux, chacun comprenait qu'il parlait d'eux, des esclaves noirs de Virginie. En mai 1828, la deuxième vision survint. Nat entendit à nouveau la voix. Le temps approche rapidement où les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Le message était plus pressant. Il devait se préparer. Mais encore, aucun signe précis du moment d'agir. Nat continua donc d'attendre, d'observer, de réfléchir. Il étudiait les déplacements des patrouilles blanches. Il notait quelles maisons étaient isolées, quelle route menait vers Jérusalem et son arsenal. Il ne planifiait pas encore consciemment une rébellion, mais son esprit préparait déjà le terrain. Puis vint l'année 1831. En février de cette année-là, un événement astronomique extraordinaire se produisit. Une éclipse solaire annulaire fut visible dans toute la Virginie et le sud-est des États-Unis.
Pour Nat, ce n'était pas un simple phénomène naturel. C'était le signe qu'il attendait depuis 6 ans. Il vit dans cette éclipse la main d'un homme noir couvrant le soleil. Le symbolisme était parfait. Les ténèbres recouvraient la lumière blanche. L'ordre allait être inversé. Immédiatement après l'éclipse, Nat commença à parler de son projet à 4 hommes en qui il avait la plus grande confiance. Henry, Ark, Nelson et Sam. Il leur expliqua que Dieu lui avait ordonné de libérer son peuple, que le temps était venu d'agir, que oui, beaucoup mourraient, mais qu'il valait mieux mourir libre que de vivre enchaîné. Les 4 hommes acceptèrent. Ils savaient ce que cela signifiait. Ils savaient qu'ils ne survivraient probablement pas. Mais la promesse de la liberté, même éphémère, valait ce prix. Le plan initial était de lancer la rébellion le 4 juillet 1831, jour de l'indépendance américaine. Le symbolisme, encore une fois, était délibéré. Cette nation qui célébrait sa propre libération du joug britannique maintenait des millions de personnes dans les chaînes. Mais la date approchant, Nat tomba malade. Fièvre, peut-être dysenterie, une de ces maladies qui décimaient régulièrement les esclaves mal nourris et épuisés par le travail. Le 4 juillet passa. Nat était toujours alité, brûlant de fièvre et de frustration. Puis, en août, un nouveau signe apparut. Le soleil prit une teinte bleu-vert inhabituelle, un phénomène atmosphérique probablement causé par des particules dans l'atmosphère. Pour Nat, c'était l'ultime confirmation. Dieu lui ordonnait d'agir immédiatement. Il convoqua à nouveau ses 4 complices, plus quelques autres qu'ils avaient recrutés. Ils se rencontrèrent dans les bois, loin des oreilles indiscrètes. La date fut fixée, le dimanche 21 août 1831. Si cette histoire vous glace déjà le sang, cliquez sur « J'aime » et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez qu'il s'est passé ensuite. Car ce qui va suivre est l'une des nuits les plus sanglantes de l'histoire américaine. Le dimanche 21 août 1831 était une journée étouffante. La chaleur de l'été virginien pesait sur le comté de Southampton comme une couverture humide. Les familles blanches étaient rentrées de l'église, avaient dîné et s'étaient retirées pour la nuit. Dans les quartiers des esclaves, on faisait semblant de dormir. Mais cet homme ne dormait pas. Nat Turner, Ark Moore, Henry Porter, Nelson Williams, Sam Francis, Will Francis et Jack Reese se retrouvèrent dans une clairière isolée. Ils avaient prévu de commencer à minuit, mais la nervosité les rongeait. Ils mangèrent d'abord un dernier repas ensemble, du porc rôti volé, du whisky. Ils savaient que c'était probablement leur dernier repas d'hommes libres. Ils discutèrent du plan une dernière fois. L'objectif était clair, tuer tous les Blancs qu'ils rencontreraient, sans exception, libérer autant d'esclaves que possible, s'emparer des armes et marcher sur Jérusalem pour prendre le contrôle de l'arsenal. Avec les armes de l'arsenal, ils pourraient résister plus longtemps, peut-être même rejoindre le Great Dismal Swamp, ce vaste marécage à 30 miles au nord où les esclaves fugitifs se cachaient parfois pendant des années. Vers 2 heures du matin, le lundi 22 août, ils se mirent en route. Leur première cible était la famille Travis, les propriétaires actuels de Nat. Pas par vengeance personnelle particulière, Joseph Travis n'était ni meilleur ni pire que les autres, mais simplement parce que c'était la maison la plus proche, celle que Nat connaissait le mieux. Ils approchèrent silencieusement. La maison était plongée dans l'obscurité totale. Seul le chant des grillons troublait le silence de la nuit. Nat entra le premier, une hache à la main. Les autres le suivaient, portant des couteaux, des cognets. Il monta à l'étage vers la chambre où dormaient Joseph Travis et sa femme. Dans l'obscurité, il frappa. Mais sa main tremblait, ou bien l'angle était mauvais. Le coup de hache glissa sur le crâne de Travis sans le tuer. L'homme se réveilla en hurlant, appelant sa femme. Will Francis se précipita et acheva Travis d'un coup de hache en pleine tête. La femme de Travis, encore à moitié endormie, fut tuée dans son lit. Les 3 fils de Travis, des enfants, furent tués à leur tour.
Au total, 5 personnes périrent dans la maison Travis cette nuit-là. Il y avait aussi un nourrisson dans un berceau. Dans la précipitation, les rebelles l'oublièrent. Ils étaient déjà sortis de la maison et marchaient vers la propriété suivante quand Henry et Will se souvinrent du bébé. Ils retournèrent sur leurs pas et le tuèrent. Ce détail, rapporté plus tard dans les confessions de Nat, est l'un des plus difficiles à comprendre. Pourquoi tuer un nourrisson? Nat expliqua que le plan était de ne laisser aucun blanc vivant, ni homme, ni femme, ni enfant, car tous, en grandissant, perpétueraient le système esclavagiste. C'était une logique terrible, impitoyable, mais c'était la logique de la guerre totale. Les rebelles trouvèrent dans la maison Travis 4 fusils en état de marche et plusieurs vieux mousquets, ainsi qu'une petite quantité de poudre et de balles. Armés, ils se dirigèrent vers la ferme de Salatul Francis. En route, ils libérèrent plusieurs esclaves qui acceptèrent de se joindre à eux. Le groupe grandissait. À la ferme Francis, même scénario. Ils pénétrèrent dans la maison endormie et tuèrent toute la famille. Salatul Francis, sa femme et leurs enfants. Aucun ne survécut. Puis ce fut la ferme de Pietirise, puis celle de Nathaniel Francis. À chaque arrêt, le même rituel sanglant. Les rebelles entraient, tuaient tous les blancs présents, prenaient les armes et les chevaux qu'ils trouvaient, libéraient les esclaves. Certains esclaves libérés rejoignaient immédiatement la révolte. D'autres, terrorisés, s'enfuyaient dans les bois. D'autres encore restaient sur place, paralysés par la peur et l'incompréhension. Au lever du jour le lundi, le groupe comptait environ 75 hommes. Ils étaient montés sur des chevaux volés, armés d'un assortiment hétéroclite d'armes à feu, de couteaux, de haches et d'outils agricoles transformés en armes. Nat tentait de maintenir une discipline militaire. Il organisait des formations, des exercices. Il voulait que son armée ressemble à une véritable force organisée, pas à une horde incontrôlée. Mais c'était difficile. Beaucoup de ces hommes n'avaient jamais tenu une arme. Certains étaient ivres du whisky pillé dans les maisons. D'autres étaient dans un état de rage incontrôlé après des années de brutalités accumulées. Les nouvelles de la rébellion commencèrent à se répandre. Des esclaves qui avaient fui apportèrent la terrifiante information aux fermes voisines. Les Blancs, d'abord incrédules, puis pris de panique, commencèrent à fuir ou à se barricader. Certains envoyèrent des messagers vers Jérusalem pour demander de l'aide. D'autres tentèrent de résister par eux-mêmes. À la ferme de James Parker, près de Jérusalem, les rebelles rencontrèrent leur première résistance organisée. Un groupe de Blancs armés les attendait, retranchés derrière des barricades improvisées. Une fusillade éclata. Les rebelles, malgré leur supériorité numérique, étaient mal armés et encore moins entraînés. Après un bref échange de tirs, ils durent battre en retraite. Ce fut le début de la fin. La milice d'État se mobilisait. Le gouverneur John Floyd avait reçu un message urgent du maître de poste de Southampton, James Tresvant. Une insurrection d'esclaves a éclaté dans ce comté. Plusieurs familles ont été massacrées. Il faudra une force militaire considérable pour les mater. Le gouverneur ordonna immédiatement le déploiement de toutes les forces disponibles. Des miliciens locaux, des volontaires armés, des troupes fédérales même, convergèrent vers Southampton. En quelques heures, près de 3000 hommes blancs armés étaient en route. Face à cette force écrasante, les rebelles tentèrent de se regrouper. Nat voulait toujours atteindre Jérusalem, mais c'était désormais impossible. Les routes étaient bloquées. Des patrouilles blanches, armées, parcouraient la région, tuant tout esclave qu'elles rencontraient, qu'il ait participé ou non à la rébellion. Une véritable chasse à l'homme avait commencé. Le mardi 23 août au matin, l'essentiel de la rébellion était terminé. Les derniers groupes de rebelles furent dispersés lors d'une confrontation à Belmont Plantation. Certains furent tués sur place, d'autres capturés. Quelques-uns réussirent à s'enfuir dans les bois. Nat Turner faisait partie de ces derniers. Mais la violence ne s'arrêta pas avec la défaite militaire des rebelles. Au contraire, elle atteignit une intensité encore plus terrible. Les Blancs de Southampton et des comtés voisins, ivres de peur et de rage, se lancèrent dans une orgie de vengeance.
Des esclaves furent lynchés par dizaines sans aucune forme de procès. On les pendait aux arbres en bordure de route pour servir d'avertissement. On leur coupait la tête qu'on plantait sur des pics. Les femmes esclaves étaient violées publiquement avant d'être tuées. Les enfants n'étaient pas épargnés. Un éditeur de journal qui se rendit à Southampton quelques jours après les événements admit que la vengeance blanche était à peine inférieure en barbarie aux atrocités des rebelles. Des témoignages rapportent l'usage de la torture. Même les esclaves qui avaient aidé leur maître blanc à échapper aux rebelles n'étaient pas nécessairement en sécurité. Un homme prénommé Hubbard, qui avait effectivement sauvé sa maîtresse, fut sur le point d'être exécuté parce que ses interrogateurs blancs ne croyaient pas son histoire. Il ne fut épargné que lorsque la dame en question apparut pour confirmer sa version. Les autorités blanches de Southampton réalisèrent rapidement que ce massacre indiscriminé devait cesser, non par humanité, mais par intérêt économique. Chaque esclave tué représentait une perte financière pour son propriétaire. De plus, l'État de Virginie avait promis de dédommager les propriétaires dont les esclaves seraient exécutés après un procès légal. Cette promesse ne s'appliquait pas au lynchage sauvage. Les leaders blancs du comté intervinrent donc pour limiter les tueries extrajudiciaires et organiser des procès en bonne et due forme. Ces procès commencèrent le 31 août 1831. En un mois, près de 50 esclaves comparurent devant des tribunaux spécialement convoqués. 31 furent condamnés à mort. 19 furent effectivement pendus. 12 virent leur peine commuée par le gouverneur John Floyd. Un homme noir libre fut également jugé et exécuté, mais l'homme que tout le monde cherchait restait introuvable. Nat Turner avait disparu. Pendant 6 semaines, Nat Turner vécut caché dans les bois de Southampton. Les 2 premières semaines, il resta terré dans une cachette qu'il avait préparée, ne sortant que la nuit pour trouver de l'eau. Il avait creusé un trou sous un grand arbre tombé, qu'il avait recouvert de branches et de feuilles. De ce refuge précaire, il pouvait entendre les patrouilles passer, les chiens aboyer, les hommes jurer qu'ils le trouveraient et le feraient souffrir comme personne n'avait jamais souffert. La cachette elle-même était ingénieuse. Nat avait choisi un endroit près d'un petit ruisseau, suffisamment proche pour avoir accès à l'eau, mais suffisamment éloigné des chemins principaux pour éviter d'être découvert. L'arbre tombé créait une dépression naturelle dans le sol, qu'il avait agrandi avec ses mains nues, creusant la terre humide centimètre par centimètre. Il avait ensuite recouvert l'ouverture de branches cassées et de feuilles mortes, créant un camouflage presque parfait. De l'intérieur, allongé sur le dos dans l'obscurité moite, il pouvait voir de minces raies de lumière filtrées entre les branches. C'était suffisant pour distinguer le jour de la nuit, mais pas assez pour lire ou même voir clairement ses propres mains. La faim le torturait. Les premiers jours, il mâcha de l'écorce d'arbre et des racines déterrées avec ses ongles. Le goût était amer, terreux, presque insupportable. Son estomac se révoltait, mais il n'avait pas le choix. Boire de l'eau du ruisseau l'aidait à tromper temporairement la faim, mais l'eau seule ne pouvait pas le sustenter longtemps. Il sentait son corps commencer à se consumer de l'intérieur, brûlant ses propres réserves de graisse et de muscles pour survivre. Les nuits étaient les pires, non pas à cause du froid, car c'était encore l'été virginien, et la chaleur persistait même après le coucher du soleil, mais à cause des sons, les hurlements lointains des chiens de chasse, les voix des hommes blancs qui parcouraient les bois avec leurs torches. Une fois, une patrouille passa si près que Nat pouvait sentir la fumée de leurs cigarettes. Il retint sa respiration, chaque muscle de son corps tendu comme une corde, persuadé qu'ils allaient le découvrir. Les hommes s'arrêtèrent à quelques mètres seulement de sa cachette. L'un d'eux urina contre un arbre tout proche. Nat entendit leur conversation, leur plaisanterie cruelle sur ce qu'il ferait à ce maudit nègre s'il le trouvait. Ils parlaient de le brûler vif, de lui couper les membres un par un, de le faire supplier pour une mort rapide. Puis ils repartirent, et Nat expira enfin, tremblant de peur et de soulagement mêlés.
Après ces 2 semaines, il commença à sortir davantage la nuit, espionnant les fermes environnantes pour obtenir des informations. Il se déplaçait comme une ombre, utilisant chaque arbre, chaque buisson comme couverture. Il avait appris à marcher sans faire de bruit, posant d'abord le bord extérieur du pied, puis déroulant lentement le poids de son corps. Une technique qu'il avait observée chez les chasseurs blancs, sans jamais imaginer qu'un jour il l'utiliserait pour sa propre survie. C'est lors de ces expéditions nocturnes qu'il découvrit l'ampleur des représailles. Depuis les lisières des forêts, cachés dans l'obscurité, il vit les corps pendus aux arbres. Des hommes qu'il connaissait, des femmes qu'il avait vues dans les champs, même des enfants. Leurs corps se balançaient doucement dans la brise nocturne, silhouettes sombres contre le ciel étoilé. Certains avaient été décapités, leurs têtes plantées sur des pics le long des routes principales. C'était un message clair. Voilà ce qui arrive à ceux qui se révoltent. Des esclaves lui apportaient discrètement de la nourriture. Une vieille femme prénommée Lucie, qui avait connu sa grand-mère, laissait du pain et du porc séchés dans un creux d'arbre spécifique. Elle ne le voyait jamais, ne lui parlait jamais, mais elle savait qu'il passait la nuit pour prendre ce qu'elle avait laissé. Un homme prénommé Moses risqua sa vie pour lui apporter des nouvelles. Combien d'hommes avaient été tués, qui avaient été capturés, lesquels avaient été jugés et pendus. Ces informations étaient précieuses, mais elles étaient aussi déchirantes. Chaque nom était un ami, un compagnon de lutte, quelqu'un qui avait cru en la vision de Nat. Ils risquaient leur vie pour l'aider, sachant qu'être pris à assister un rebelle signifiait la mort assurée. Plusieurs esclaves furent effectivement capturés en tentant de l'aider. On les tortura pour qu'ils révèlent où se cachait Nat. Certains moururent sous la torture sans parler. D'autres, brisés par la douleur, inventèrent des histoires, envoyant les patrouilles dans de fausses directions. Nat apprit ses sacrifices, et ils pesaient sur sa conscience comme des pierres. Ces gens mouraient à cause de lui, pour lui, et il ne pouvait rien faire pour les sauver. Mais Nat était devenu un symbole. Même ceux qui n'avaient pas participé à la révolte, même ceux qui la désapprouvaient, ressentaient une certaine fierté qu'un des leurs ait osé défier l'ordre esclavagiste. Dans les quartiers des esclaves, on chuchotait son nom avec un mélange de terreur et d'admiration. Les enfants esclaves se racontaient des histoires sur l'homme qui avait fait trembler les Blancs. Les mères berçaient leurs bébés en murmurant que peut-être, un jour, ces enfants verraient la liberté que Nat avait tenté d'arracher. La traque se poursuivait avec une intensité qui ne faiblissait pas. Des récompenses énormes furent offertes pour sa capture. Initialement, le gouverneur de Virginie offrit $50, puis 100, puis 500. Des chasseurs professionnels furent engagés, des hommes qui avaient fait carrière en traquant les esclaves fugitifs à travers les marécages et les forêts du Sud. On fit venir des chiens de Géorgie, réputés pour leur capacité à traquer les esclaves fugitifs sur des dizaines de kilomètres. Ces bêtes étaient entraînées depuis leur plus jeune âge à associer l'odeur des Noirs avec une récompense. Elles étaient affamées avant la chasse pour les rendre plus agressives. Mais Nat connaissait le terrain mieux que quiconque. Il avait passé toute sa vie dans ce comté, travaillant dans ses champs, chassant dans ses bois. Il savait quel ruisseau ne tarissait jamais, même en plein été. Il savait où trouver des baies sauvages comestibles. Il savait quel chemin les patrouilles empruntaient et à quelles heures. Il savait comment brouiller sa piste. Il marchait dans les ruisseaux pendant des kilomètres pour que les chiens perdent son odeur. Il se frottait avec des herbes fortes pour masquer son odeur humaine. Il se déplaçait en zigzag, revenait sur ses pas, créait de fausses pistes. Il dormait le jour et se déplaçait la nuit, inversant complètement son rythme naturel. Mais cette vie de fugitif exigeait un prix terrible. Son corps se détériorait rapidement. Ses vêtements, déjà en lambeaux au début de sa fuite, n'étaient plus que des haillons qui pendaient de son corps amaigri. Ses pieds nus étaient couverts de coupures et d'infections. Une blessure à sa jambe, causée par une chute sur des rochers tranchants, s'était infectée et suppurait constamment. Il n'avait aucun moyen de la soigner correctement. La fièvre le prenait certaines nuits.
le faisant délirer dans sa cachette, revivant encore et encore les événements de la rébellion. Dans tout le sud, la panique s'était emparée de la population blanche. Des rumeurs folles circulaient, alimentées par la peur et l'imagination collective. On disait que des milliers d'esclaves s'étaient révoltés, que l'insurrection s'étendait de la Virginie à la Géorgie. On disait que Nat Turner était un sorcier capable de se rendre invisible, qu'il pouvait commander aux animaux sauvages, qu'il avait fait un pacte avec le diable. Certains juraient l'avoir vu à 2 endroits différents en même temps. D'autres prétendaient qu'il se déguisait en femme pour échapper aux recherches. Les journaux publiaient des récits sensationnalistes, chacun plus exagéré que le précédent. On disait que l'insurrection allait s'étendre à toute la Virginie, puis à la Caroline du Nord, puis à tous les États esclavagistes. Cette peur était alimentée par des incidents réels. Dans plusieurs comtés de Virginie et de Caroline du Nord, des esclaves furent surpris en train de se rassembler la nuit. Étaient-ils en train de planifier leur propre révolte ou simplement de tenir une réunion religieuse illégale? Personne ne prenait le risque de faire la distinction. Ils furent arrêtés, fouettés, parfois pendus. Les patrouilles nocturnes furent renforcées partout dans le sud. Des milices locales furent formées dans des comtés qui n'avaient jamais eu besoin de telles forces auparavant. Les lois sur les déplacements des esclaves furent durcies dramatiquement. Tout esclave trouvé hors de sa plantation sans laissez-passer écrit était présumé être un fugitif ou un rebelle et pouvait être abattu sur place. Les assemblées d'esclaves, même religieuses, furent strictement interdites. Les prêcheurs noirs furent particulièrement ciblés, car on les suspectait d'utiliser la religion pour inciter à la révolte, comme l'avait fait Nat. Un climat de terreur régnait des 2 côtés de la ligne de couleur. Dans le Nord, l'événement provoqua des réactions diamétralement opposées. L'abolitionniste William Lloyd Garrison publia un article dans son journal The Liberator le 3 septembre 1831, intitulé « L'insurrection ». Il y défendait le droit des esclaves à se révolter contre leurs oppresseurs, citant les mêmes principes de liberté et de résistance à la tyrannie que les pères fondateurs avaient invoqués contre les Britanniques. Quelle est la différence, demandait-il, entre George Washington se rebellant contre le roi George et Nat Turner se rebellant contre ses maîtres esclavagistes? Cette prise de position déclencha une fureur dans le Sud. Des sudistes écrivirent au journal que si Garrison osait mettre les pieds dans le Sud, il serait immédiatement tué, et personne ne saurait jamais ce qui lui était arrivé. Des assemblées législatives sudistes votèrent des résolutions condamnant The Liberator et demandant aux États du Nord de le censurer. En Géorgie, l'État offrit une récompense de $5 000 à quiconque arrêterait Garrison et l'amènerait dans le Sud pour y être jugé. Le fossé entre le Nord et le Sud, déjà béant, s'élargissait encore. Pendant ce temps, caché dans les bois, Nat Turner méditait sur ce qui s'était passé. Il avait beaucoup de temps pour réfléchir, allongé dans sa cachette pendant les longues heures du jour. La rébellion avait échoué militairement. C'était indéniable. Il n'avait jamais atteint Jérusalem. Il n'avait jamais pris l'arsenal. 55 Blancs étaient morts, mais des centaines de Noirs avaient été massacrés en représailles. L'esclavage n'avait pas été aboli. Au contraire, les lois étaient devenues encore plus dures. Les esclaves qui avaient survécu étaient maintenant plus opprimés qu'avant. Avaient-ils bien fait? Avaient-ils correctement interprété les signes divins? L'éclipse solaire, le soleil bleu-vert, les visions qu'il avait eues, tout cela était-il réellement la voix de Dieu? Ou bien s'était-il trompé? Avait-il confondu ses propres désirs de liberté et de vengeance avec des commandements divins? Ces questions le hantaient jour et nuit, rongeant son esprit presque autant que la faim rongeait son corps. Il repensait au visage des personnes tuées pendant la rébellion. Pas seulement les hommes, les propriétaires d'esclaves, mais aussi les femmes et les enfants. Il se souvenait du nourrisson qu'ils étaient retournés tuer. Était-ce nécessaire? Était-ce juste? Dans la logique de la guerre totale, cela avait du sens.
Ne laisser aucun survivant qui pourrait un jour perpétuer le système. Mais était-ce vraiment la volonté de Dieu de tuer des innocents? Le Dieu de l'Ancien Testament avait ordonné la destruction totale de villes entières. Mais le Christ avait prêché l'amour et le pardon. Quel Dieu Nat avait-il servi? Ces questions le hantaient, mais il n'avait pas de réponse. Dieu ne lui envoyait plus de vision. Le ciel restait silencieux. Chaque nuit, il priait pour recevoir un signe, une confirmation qu'il avait bien agi. Mais rien ne venait. Juste le silence de la nuit, le bruissement des feuilles et le lointain aboiement des chiens qui continuaient à le chercher. Il pensait aussi à ses compagnons, Ark, Henry, Nelson, Sam, Will, Jack. Certains étaient morts au combat. D'autres avaient été capturés, jugés, pendus. Moses lui avait rapporté que plusieurs d'entre eux étaient morts courageusement, refusant de dénoncer d'autres participants, refusant de se repentir de leurs actes. Cela donnait au moins un sens à leur sacrifice. Ils étaient morts libres, au moins dans leur esprit, même si leur corps était enchaîné. Les semaines passèrent. Septembre céda la place à octobre. Les nuits devenaient plus fraîches. Nat sentait qu'il ne pourrait pas survivre beaucoup plus longtemps ainsi. Son corps était épuisé. Ses forces déclinaient chaque jour. Il savait que bientôt, il devrait faire un choix. Soit sortir de sa cachette et risquer d'être capturé, soit rester caché et mourir lentement de faim et de maladie. Le 30 octobre 1831, 68 jours après le début de la rébellion, ce choix lui fut retiré. Affaibli par la faim et la maladie, il commit une erreur. Il sortit de sa cachette en plein jour, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Peut-être pensait-il que les recherches s'étaient relâchées. Peut-être était-il trop faible pour penser clairement. Ou peut-être, dans une partie inconsciente de son esprit, voulait-il être trouvé? Voulait-il que cette agonie prenne fin? Un fermier nommé Benjamin Phipps chassait dans les bois ce jour-là. Il avait un fusil de chasse bien chargé, cherchant du gibier pour nourrir sa famille. Il tomba sur Nat presque par hasard. Phipps le vit d'abord de dos, une silhouette décharnée penchée sur le ruisseau, buvant avec avidité. Pendant un moment, Phipps ne comprit pas ce qu'il voyait. Cette créature squelettique couverte de haillons ressemblait plus à un animal affamé qu'à un être humain. Puis la compréhension le frappa. C'était lui, Nat Turner, l'homme que toute la Virginie cherchait. Phipps leva son fusil, les mains tremblantes. Il n'était pas un homme violent, c'était un fermier simple qui n'avait jamais tué personne de sa vie. Mais la récompense de $500 représentait plus d'argent qu'il n'en verrait en 10 ans. Et puis, cet homme était un meurtrier. Il avait tué des femmes et des enfants. Nat se retourna lentement. Il vit le fusil pointé sur lui. Il vit la peur et la détermination dans les yeux de Phipps. Pour un instant, leurs regards se croisèrent. Nat était amaigri au point d'être méconnaissable. Ses vêtements n'étaient que des lambeaux pendant de son corps squelettique. Sa barbe avait poussé longue et emmêlée. Ses yeux, autrefois brillants de conviction religieuse, étaient enfoncés dans leurs orbites. Il portait une petite épée légère, probablement volée pendant la rébellion, qu'il avait gardée tout ce temps. C'était une arme presque inutile, rouillée et émoussée. Mais il la tendit immédiatement à Phipps, les mains en l'air, dans un geste de reddition totale. « Ne tirez pas », dit-il d'une voix rauque, à peine audible après des semaines de silence. « Je me rends. S'il vous plaît, laissez-moi vivre. » Cette reddition sans combat surprit beaucoup de monde par la suite. L'homme qui avait mené la rébellion la plus sanglante de l'histoire américaine s'était rendu sans résister à un seul fermier armé. Certains y virent de la lâcheté. Les journaux sudistes publièrent des articles moqueurs sur le grand chef rebelle qui avait supplié pour sa vie. D'autres, plus perspicaces, comprirent que Nat voulait vivre assez longtemps pour raconter son histoire, pour expliquer pourquoi il avait agi, pour que son message ne soit pas perdu dans les exagérations et les mensonges. Phipps attacha les mains de Nat avec une corde. Le prisonnier était si faible qu'il pouvait à peine marcher.
Phipps dut pratiquement le porter jusqu'à la route la plus proche, où il trouva d'autres hommes qui purent l'aider à transporter Nat jusqu'à Jérusalem. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Nat Turner avait été capturé, vivant. Le 31 octobre vers 13h, Nat arriva à la prison de Jérusalem. Une foule de Blancs s'était rassemblée pour voir le monstre qui avait terrorisé le comté pendant 2 mois. Certains criaient des insultes, d'autres lançaient des pierres. La milice dut former un cordon pour empêcher la foule de lyncher Nat sur place. Ils voulurent le voir jugé et pendu légalement. Pas tué dans une émeute qui pourrait ensuite être utilisée comme propagande par les abolitionnistes du Nord. Les gens dans la foule furent surpris, presque déçus, de découvrir un homme de petite taille, épuisé, qui ne ressemblait en rien au démon qu'ils avaient imaginé. Ils s'attendaient à un géant, un monstre avec des yeux de feu. Au lieu de cela, ils voyaient un homme brisé, à peine capable de tenir debout, qui gardait néanmoins une certaine dignité dans son malheur. Il ne baissait pas la tête, il ne pleurait pas, il regardait ses accusateurs directement dans les yeux. Un historien écrivant en 1861 décrivit Turner lors de son arrestation comme émacié, en haillons, un simple épouvantail. Un autre témoin nota que malgré son état physique déplorable, Nat conservait une expression de calme résolution, comme s'il avait fait la paix avec son destin. En prison, chose remarquable, Nat commença à parler librement de la rébellion. Le geôlier, James Tresvant, celui-là même qui avait envoyé le premier message au gouverneur le jour de l'insurrection, rapporta que Turner était tout à fait communicatif et semblait disposé à répondre à n'importe quelle question. Cette volonté de parler intrigua tout le monde. Pourquoi un homme dans sa position serait-il si bavard? Ne craignait-il pas d'incriminer d'autres personnes? Un jeune avocat local nommé Thomas Ruffin Gray, qui avait défendu certains des autres rebelles lors de leur procès, vit là une opportunité. Gray était un homme ambitieux, endetté, à la recherche d'un coup qui pourrait restaurer sa fortune. Les confessions de Nat Turner, si elles étaient correctement publiées, pourraient se vendre dans tout le pays. Il proposa à Nat de prendre en note ses confessions complètes, en échange de quoi il promettait de les publier telles quelles, sans censure. Nat accepta. Pourquoi? Peut-être voulait-il que son histoire soit connue, que les générations futures comprennent pourquoi il avait agi. Peut-être pensait-il que son témoignage pourrait un jour servir la cause de l'abolition, même si sa rébellion avait échoué. Peut-être cherchait-il simplement à expliquer ses motivations avant de mourir, à donner un sens à sa vie et à sa mort imminente. Ou peut-être, après des semaines de solitude et de silence, avait-il simplement besoin de parler, de partager le fardeau qui l'écrasait. Pendant 3 jours, du 1er au 3 novembre 1831, Thomas Gray interrogea Nat Turner dans sa cellule de prison. Gray apportait avec lui du papier, de l'encre et une détermination de capturer chaque détail de cette histoire extraordinaire. Il s'asseyait sur une chaise bancale dans la cellule exiguë pendant que Nat, enchaîné au mur, parlait pendant des heures. Les séances d'interrogatoire étaient intenses. Gray posait des questions précises. Quand avez-vous eu votre première vision? Qui étaient vos complices? Comment avez-vous planifié l'attaque? Combien de personnes avez-vous tuées de vos propres mains? Nat répondait avec une franchise qui déconcertait parfois l'avocat. Il ne montrait aucun remords, aucune honte. Il décrivait les événements avec un détachement presque clinique, comme s'il rapportait des faits historiques plutôt que ses propres actions. Gray nota que Nat possédait une intelligence naturelle et une rapidité de compréhension surpassée par peu de gens. Il fut particulièrement frappé par la connaissance que Nat avait de l'histoire militaire et par la façon dont il avait tenté d'organiser ses forces selon des principes tactiques qu'il avait lus dans des livres. Nat décrivit comment il avait essayé de maintenir la discipline parmi ses hommes, comment il avait planifié d'utiliser des formations militaires, comment il avait calculé le meilleur moment pour attaquer. Mais ce qui troublait le plus Gray, et ce qui troublerait plus tard les lecteurs de ses confessions, c'était la conviction religieuse inébranlable de Nat.
Il ne parlait pas comme un criminel cherchant à se justifier. Il parlait comme un prophète qui avait accompli une mission divine, même si cette mission avait échoué dans ses objectifs immédiats. « N'éprouvez-vous pas de remords pour ce que vous avez fait ?» demanda Gray à un moment. Nat répondit calmement. « N'ai-je pas fait ce que le Seigneur m'a ordonné de faire ?» Gray demanda si Nat pensait toujours avoir agi correctement. Nat répondit qu'il ne pouvait pas regretter d'avoir obéi à ce qu'il croyait être la voie de Dieu, même si le résultat n'était pas celui qu'il avait espéré. Il admit que la souffrance causée aux innocents le troublait, mais il la plaçait dans le contexte plus large de la souffrance systématique infligée aux esclaves depuis des générations. « Combien d'innocents noirs, demanda-t-il à Gray, ont souffert et sont morts dans l'esclavage ?» Cette question resta sans réponse dans les confessions publiées. Au cours de ces interrogatoires, Nat raconta aussi des détails de son enfance, ses visions antérieures, sa vie familiale. Il parla de sa grand-mère, de sa mère venue d'Afrique, de son père disparu. Il décrivit comment il avait appris à lire, comment la Bible était devenue son guide. Il expliqua les signes qu'il avait interprétés. L'éclipse solaire, le soleil bleu-vert, les visions de bataille entre esprits blancs et noirs. Pour Nat, tout cela formait une narrative cohérente de vocation divine. Pour Gray, et pour la plupart des lecteurs blancs, cela ressemblait au délire d'un fanatique religieux dangereux. Le résultat de ces 3 jours d'interrogatoire fut un document de 20 pages intitulé « Les confessions de Nat Turner », le chef de la récente insurrection à Southampton, Virginie. Gray emmena le manuscrit à Washington immédiatement pour le faire enregistrer au copyright. Il le fit même avant que Nat ne soit jugé, ce qui provoqua une certaine controverse. Était-il éthique de profiter financièrement des confessions d'un homme condamné avant même son procès? Mais Gray n'était pas préoccupé par l'éthique. Il voyait une opportunité commerciale. Et il avait raison. Le document fut publié fin novembre 1831. Quelques jours seulement après l'exécution de Nat, et se vendit entre 40 000 et 50 000 exemplaires dans les semaines suivantes. C'était un succès commercial extraordinaire pour l'époque. Les gens à travers tout le pays, dans le nord comme dans le sud, voulaient lire les mots du rebelle le plus notoire de l'histoire américaine. Mais il faut noter que ces confessions nous sont parvenues filtrées par la plume de Gray, un blanc qui était lui-même propriétaire d'esclaves et qui avait un intérêt financier à rendre le document aussi sensationnel que possible. Gray embellit certainement certains passages, dramatisant les événements pour augmenter les ventes. Il ajouta probablement des interprétations qui servaient son propre agenda, présentant Nat comme un fanatique dangereux plutôt que comme un révolutionnaire rationnel. Il y a aussi la question de ce qui fut omis. Gray choisit ce qu'il incluait et ce qu'il excluait. Y eut-il des passages où Nat exprimait des doutes, des regrets, des nuances qui ne correspondaient pas à l'image que Gray voulait projeter? Nous ne le saurons jamais. Néanmoins, les historiens s'accordent généralement à dire que le cœur du témoignage de Nat est authentique. La voie qui traverse ce document, malgré les déformations possibles, semble bien être celle de Nat Turner. Les détails qu'il fournit sur les événements correspondent aux témoignages d'autres sources. Et surtout, la conviction religieuse qui imprègne chaque page sonne vraie. Le procès eut lieu le 5 novembre 1831, seulement 2 jours après la fin des interrogatoires de Gray. La salle d'audience était bondée. Des Blancs de tout le comté et des régions environnantes s'étaient déplacés pour voir le procès du siècle. L'atmosphère était électrique, chargée de peur, de haine et d'une fascination morbide. Nat fut accusé de conspiration pour se rebeller et commettre une insurrection. Les charges étaient simples et indiscutables. Il avait lui-même admis son rôle de chef dans les confessions à Gray. Il n'y avait aucune possibilité de nier les faits. Quand le juge lui demanda comment il plaidait, Nat répondit d'une voix ferme « Non coupable ». Un murmure parcourut la salle. Comment pouvait-il plaider non coupable alors qu'il avait avoué ses actes? Mais Nat expliqua sa position. Il ne niait pas les faits, mais il ne reconnaissait pas avoir commis un crime. Il avait agi sur l'ordre de Dieu. Il était un soldat dans une guerre de libération,
pas un criminel. Cette défense ne pouvait évidemment pas fonctionner dans un tribunal virginien en 1831, mais elle était importante pour Nat. Il refusait d'accepter la légitimité du système qui le jugeait. Il refusait d'accepter qu'un esclave qui se révolte contre son maître soit un criminel. Pour lui, les vrais criminels étaient ceux qui maintenaient l'esclavage. Son avocat, James Strange French, avait été désigné d'office pour le défendre. French était dans une position impossible. Comment pouvait-il défendre un homme qui avait ouvertement admis avoir dirigé une rébellion sanglante? Comment pouvait-il présenter une défense légale quand son client refusait de se repentir ou même de reconnaître avoir fait quelque chose de mal? French choisit de ne présenter essentiellement aucune défense. Il n'appela aucun témoin. Il ne contesta aucune des preuves présentées par l'accusation. Il ne fit qu'un bref plaidoyer pro forma, demandant au jury de considérer que son client avait agi sous l'influence de croyances religieuses délirantes et n'était donc pas pleinement responsable de ses actes. C'était une tentative de plaider la folie, mais elle était vouée à l'échec. Le procès dura moins de 3 heures. Le verdict était couru d'avance dès le départ. Le jury, composé de 12 hommes blancs, dont faisait partie James Trezevant, celui-là même qui avait alerté le gouverneur le premier jour de la rébellion, se retira pour délibérer. Ils revinrent en moins d'1 heure. Le verdict, coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge, Jeremiah Cobb, prononça la sentence de mort avec une solennité particulière. Il commença par un long discours sur la gravité des crimes de Nat, sur le danger qu'il représentait pour l'ordre social, sur la nécessité d'un châtiment exemplaire. Puis, il prononça les mots fatidiques « Nat Turner, vous serez ramené à la prison d'où vous venez, et de là au lieu d'exécution, où vous serez pendu par le cou, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Que Dieu ait pitié de votre âme. » Nat écouta la sentence sans broncher. Il ne montra aucune émotion visible. Certains témoins rapportèrent qu'il semblait presque soulagé que l'incertitude soit terminée, que la fin soit proche. La date d'exécution fut fixée au 11 novembre 1831, 6 jours seulement après le procès. Il n'y aurait pas de long délai d'appel, pas de recours possible. La justice, dans le sud esclavagiste, était rapide et implacable pour les esclaves rebelles. Nat passa ses 6 derniers jours dans sa cellule, enchaîné, sous surveillance constante. Il reçut la visite de plusieurs prédicateurs blancs qui tentèrent de le convaincre de se repentir, de confesser ses péchés, d'implorer le pardon de Dieu. Nat les écouta poliment mais refusa de se repentir. Il maintint jusqu'à la fin qu'il avait agi selon sa conscience et sa compréhension de la volonté divine. Il demanda à voir Thomas Gray une dernière fois. Gray vint, espérant peut-être obtenir des révélations supplémentaires qu'il pourrait ajouter aux confessions pour une 2e édition. Mais Nat voulait simplement s'assurer que Gray tiendrait sa promesse de publier les confessions telles quelles. Gray assura que c'était déjà fait, que le manuscrit était en cours d'impression. Nat sembla satisfait. Le 11 novembre 1831 était un vendredi. Le temps était frais et clair, une belle journée d'automne en Virginie. Vers midi, les gardes vinrent chercher Nat dans sa cellule. Ils le conduisirent à travers la prison, puis dehors, vers une charrette qui l'attendait. La charrette le transporterait jusqu'au lieu d'exécution, un champ à la périphérie de Jérusalem où l'on avait construit une potence temporaire. La route vers l'exécution fut bordée de spectateurs. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées pour voir la pendaison du rebelle le plus notoire de l'histoire américaine. Certains avaient voyagé pendant des jours depuis des comtés voisins. Les Blancs voulaient voir la justice accomplie, voir le monstre qui avait tué leur voisin recevoir son châtiment. Les esclaves, forcés d'assister pour servir d'exemple, regardaient avec des émotions mêlées, terreur de ce qui pourrait leur arriver s'ils suivaient l'exemple de Nat, mais aussi un certain respect pour l'homme qui avait osé défier le système. Nat se tenait debout dans la charrette, les mains liées devant lui. Il regardait la foule calmement, sans peur apparente. Plusieurs témoins notèrent son calme extraordinaire face à la mort imminente.
Un journaliste présent écrivit que Nat affronta son destin avec une fermeté stoïque qui aurait fait honneur à un soldat romain. Au pied de la potence, on lui demanda s'il avait quelque chose à dire. C'était la tradition de permettre aux condamnés de prononcer quelques derniers mots. Nat resta silencieux pendant un long moment, regardant la foule rassemblée. Puis il dit simplement « Je n'ai fait que ce que j'estimais être mon devoir. Rien de plus. Pas de longs discours, pas d'appel dramatique, pas de malédiction contre ses bourreaux. Juste cette simple déclaration de conviction. On lui passa la corde au cou. On lui mit un sac noir sur la tête. Le bourreau demanda s'il était prêt. Nat acquiesça. À 12h15 exactement, la trappe s'ouvrit sous ses pieds. Nat Turner tomba, et la corde se tendit. Sa mort ne fut pas instantanée. Son corps se débattit pendant plusieurs minutes avant de finalement s'immobiliser. Il avait 31 ans. Selon la loi de l'époque, son corps aurait dû être remis à son propriétaire, John Travis, ou plutôt à la veuve de Travis, puisque Travis lui-même avait été tué pendant la rébellion. Mais la veuve Travis refusa le corps. Elle ne voulait rien qui puisse lui rappeler cet homme. Le corps fut donc remis à des médecins locaux qui le disséquèrent au nom de la science. C'était une pratique courante à l'époque. Les corps des criminels exécutés servaient de matériel d'étude pour les écoles de médecine. Mais dans le cas de Nat, la profanation alla plus loin. Selon certaines sources, jamais entièrement vérifiées mais largement rapportées à l'époque, sa peau fut tannée pour en faire des objets, des porte-monnaies et des ceintures qui furent ensuite vendus comme souvenirs macabres. Ses os furent gardés comme curiosités, dispersés entre différentes collections privées. Sa tête fut conservée et exhibée pendant des années. Cette profanation ultime du cadavre de Nat reflétait la terreur qu'il avait inspirée. Même mort, il fallait le détruire complètement. Démembrer son corps comme on démembre une menace. Effacer jusqu'à la possibilité qu'il devienne un martyr, qu'une tombe devienne un lieu de pèlerinage. En détruisant son corps, les Blancs de Southampton espéraient détruire aussi son symbole, sa mémoire, son influence. Mais ils échouèrent. Car on ne peut pas tuer une idée avec une corde. On ne peut pas dissiper un symbole en dispersant des os. L'histoire de Nat Turner ne s'arrêta pas à sa mort. Au contraire, elle ne faisait que commencer. Son impact sur l'histoire américaine fut immense et paradoxal, créant des ondes de choc qui se propagèrent pendant des décennies. À court terme, la rébellion eut des conséquences désastreuses pour les esclaves du Sud. Les États esclavagistes adoptèrent des lois encore plus répressives qu'auparavant. Il devint strictement illégal d'apprendre à lire ou à écrire à un esclave. Les Blancs qui enfreignaient cette loi risquaient de lourdes amendes, voire la prison. Les esclaves trouvés en possession de livres ou de matériel d'écriture étaient fouettés publiquement. Les assemblées d'esclaves furent strictement interdites, même pour des services religieux. Les prêcheurs noirs furent particulièrement ciblés. Beaucoup furent forcés de cesser de prêcher. Ceux qui continuaient devaient le faire sous la supervision directe d'un blanc. Les églises noires indépendantes furent fermées. La religion, qui avait été un des rares espaces de liberté relative pour les esclaves, devint un autre domaine de contrôle et de surveillance. Les esclaves libres furent soumis à des restrictions nouvelles et draconiennes. Dans plusieurs États, des lois furent votées interdisant l'affranchissement de nouveaux esclaves. En Virginie, les esclaves nouvellement affranchis étaient obligés de quitter l'État dans l'année suivant leur libération. Beaucoup d'esclaves libres, craignant pour leur sécurité, choisirent ou furent forcés de partir en exil au Libéria, cette colonie ouest-africaine fondée par la American Colonization Society pour les Noirs américains. Mais quelque chose d'extraordinaire faillit se produire en Virginie. Dans les semaines et mois qui suivirent la rébellion, un débat intense éclata dans la législature virginienne. 2000 Virginiens, effrayés par ce qui venait de se passer, avaient pétitionné leur législature pour mettre fin à l'esclavage. L'argument était pragmatique plutôt que moral. Tant que l'esclavage existait, de telles rébellions continueraient à se produire.
La sécurité des Blancs exigeait l'abolition. Thomas Jefferson Randolph, le petit-fils du célèbre Thomas Jefferson, présenta un projet de loi proposant l'émancipation graduelle de tous les esclaves en Virginie. Le plan prévoyait que les enfants d'esclaves nés après une certaine date seraient libres, bien qu'ils devraient travailler jusqu'à l'âge adulte pour compenser le coût de leur éducation. C'était loin d'être un plan radical, mais c'était néanmoins l'abolition. Le débat qui s'ensuivit fut intense. Pendant des semaines, la législature virginienne discuta ouvertement de mettre fin à l'esclavage. C'était la première fois qu'un État du Sud profond envisageait sérieusement une telle mesure. Les abolitionnistes du Nord suivaient le débat avec espoir. Peut-être que Nat Turner, malgré l'échec sanglant de sa rébellion, aurait finalement accompli son objectif de mettre fin à l'esclavage. Mais ce ne fut pas le cas. Le projet de loi fut rejeté par une marge étroite, 73 voix contre 58. Les opposants argumentèrent que l'abolition causerait un chaos économique, que les esclaves libérés deviendraient un danger pour les Blancs, que c'était une question de droit de propriété. Après cette défaite, l'idée de l'abolition volontaire disparut complètement du discours politique du Sud. Ce fut la dernière fois avant la guerre civile que la Virginie considéra sérieusement l'abolition de l'esclavage. La porte se ferma. Le Sud s'engagea sur le chemin qui mènerait inévitablement à la guerre 3 décennies plus tard. Dans le Nord, la rébellion de Nat Turner eut l'effet opposé. Elle galvanisa le mouvement abolitionniste. Si les esclaves étaient prêts à se révolter si violemment, cela prouvait définitivement qu'ils n'étaient pas contents de leur sort, contrairement à ce que prétendaient les esclavagistes. Cela démontrait que l'esclavage était maintenu uniquement par la force et la terreur, pas par un quelconque consentement des esclaves eux-mêmes. William Lloyd Garrison et d'autres abolitionnistes intensifièrent leur campagne, utilisant Nat Turner comme exemple de ce qui arriverait si l'Amérique ne mettait pas fin pacifiquement à l'esclavage. L'insurrection de Turner coïncida presque exactement avec le lancement du mouvement abolitionniste organisé dans le Nord. The Liberator avait commencé sa publication en janvier 1831, seulement 7 mois avant la rébellion. Les deux événements ensemble créèrent une dynamique qui, sur 3 décennies, mena à la guerre civile et finalement à l'abolition. Dans les communautés noires du Sud, Nat Turner devint une figure infiniment complexe et controversée. Certains le célébraient secrètement comme un héros, un homme qui avait osé se lever contre l'oppression, qui avait montré que les esclaves n'étaient pas impuissants, qu'ils pouvaient se battre. D'autres le craignaient et le condamnaient, sachant que les représailles blanches contre les révoltes d'esclaves étaient toujours terribles, que les innocents payaient pour les actions des rebelles. Dans le comté de Southampton lui-même, les Noirs mesurèrent le temps à partir de l'affaire de Nat, ou la guerre du vieux Nat. C'était un événement si marquant qu'il divisait le temps en avant et après. Des générations plus tard, des grands-parents racontaient à leurs petits-enfants l'histoire de l'homme qui avait défié les maîtres. Même un siècle après les événements, on pouvait encore trouver dans le comté des personnes âgées qui avaient entendu les récits de première main de leurs propres grands-parents. Pour les Blancs du Sud, Nat Turner était le cauchemar incarné. Il prouvait que leur pire peur était justifiée, que leurs esclaves, ces gens qu'ils prétendaient traiter paternellement, les haïssaient en réalité et n'attendaient qu'une occasion de les massacrer. Cette peur façonna la politique du Sud pendant les 3 décennies suivantes. Elle rendit impossible tout compromis sur la question de l'esclavage. Elle mena directement à la sécession et à la guerre. L'Amérique tenta effectivement d'effacer l'histoire de Nat Turner. Pendant des décennies, son nom fut tabou. Les manuels scolaires du Sud ne mentionnaient pas sa rébellion, ou alors seulement comme un exemple de barbarie noire. Les confessions de Nat Turner furent supprimées de nombreuses bibliothèques. Les lieux de la rébellion ne furent pas commémorés. On préférait oublier qu'un tel événement s'était produit. Mais l'histoire de Nat Turner refusa de mourir. Au XXe siècle, pendant le mouvement des droits civiques,
Nat Turner fut redécouvert comme un symbole de résistance. En 1967, l'écrivain William Styron publia un roman controversé intitulé « Les Confessions de Nat Turner » qui raviva le débat sur son héritage. Des intellectuels noirs critiquèrent le roman pour avoir coopté leur héros. D'autres débattirent « Nat Turner était-il vraiment un héros ? Pouvait-on justifier le meurtre de femmes et d'enfants, même dans le contexte de l'esclavage ?» Ces questions restent débattues aujourd'hui. En 2002, l'intellectuel Molefi Kete Asant inclut Nat Turner sur sa liste des 100 plus grands Afro-Américains. En 2021, un monument à l'émancipation fut inauguré à Richmond, Virginie, honorant Nat Turner parmi d'autres figures de la lutte contre l'esclavage. Aujourd'hui, vous pouvez visiter le comté de Southampton. La Société historique du comté a créé un circuit touristique des sites liés à la rébellion. La maison de Rebecca Vaughan, dernier bâtiment survivant où des Blancs furent tués pendant la rébellion, a été restaurée et ajoutée au registre national des lieux historiques en 2006. Des marqueurs historiques ont été placés sur la route 30 de Virginie, près de Courtland, anciennement Jérusalem. Un marqueur plus récent se trouve à l'intersection de la route 35 et Meherrin Road. Mais marcher aujourd'hui dans ces lieux paisibles, avec leurs champs verdoyants et leurs routes tranquilles, il est difficile d'imaginer la violence qui s'y déroula en août 1831. Le paysage a changé. Les maisons où les meurtres eurent lieu ont presque toutes disparu. Les descendants des victimes, blanches et noires, vivent côte à côte, parfois sans même connaître l'histoire de leurs ancêtres. L'héritage de Nat Turner reste ambigu. Pour certains, il est un terroriste qui a tué des innocents. Pour d'autres, c'est un révolutionnaire qui a combattu un système intrinsèquement violent. La vérité est probablement que Nat Turner était les deux à la fois. Un homme poussé à bout par un système inhumain qui a commis des actes terribles dans une tentative désespérée de briser ses chaînes. Ce qui est certain, c'est que son histoire dérange. Elle dérange parce qu'elle nous force à confronter les contradictions de l'histoire américaine. Cette nation fondée sur l'idée que tous les hommes sont créés égaux maintenait simultanément des millions de personnes dans l'esclavage le plus brutal. Cette contradiction ne pouvait être résolue pacifiquement. Nat Turner l'a compris avant beaucoup d'autres. Sa rébellion a échoué, mais elle a aidé à déclencher un processus qui a finalement mené à la guerre la plus sanglante de l'histoire américaine, une guerre qui a coûté plus de 600 000 vies, mais qui a finalement mis fin à l'esclavage. En ce sens, Nat Turner a gagné. Pas immédiatement, pas de son vivant, mais 3 décennies plus tard, lorsque les troupes de l'Union marchèrent à travers le Sud en chantant des hymnes d'émancipation. Les visions de Nat, ces images de bataille entre esprits blancs et noirs, se sont réalisées lors de la guerre civile. Et au final, comme il l'avait prophétisé, les derniers sont devenus les premiers, et les premiers sont devenus les derniers. L'histoire de Nat Turner est l'histoire vraie que l'Amérique a tenté d'effacer parce qu'elle révèle une vérité inconfortable. Que l'esclavage était une violence si profonde qu'elle ne pouvait engendrer que la violence en retour. Que ceux qui sont réduits en esclavage ne seront jamais vraiment dociles. Que la dignité humaine, lorsqu'elle est niée trop longtemps, finit toujours par exploser en rage. Alors, maintenant que vous connaissez cette histoire, que vous avez entendu les confessions de Nat Turner filtrées à travers les décennies, que pensez-vous? Était-il un prophète ou un meurtrier? Un héros ou un criminel? Ou peut-être, comme beaucoup de figures historiques, quelque chose de plus complexe que ces catégories simples ne peuvent contenir? Vous croyez que tout a été révélé? Commentez ci-dessous ce que vous pensez. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette histoire avec ceux qui aiment les mystères sombres de l'histoire. Car l'histoire de Nat Turner n'est pas seulement une histoire du passé. C'est une histoire sur la nature humaine, sur la justice et l'injustice, sur le prix de la liberté. Et ces questions restent aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient en 1831.